Nous avons à cette table, outre M. Sylvain Mathieu, Anne Sauvert du cabinet Force qui va présenter le travail fait autour des diagnostics à 360 degrés. Peut-être Anne déjà rappelé quelques éléments sur les fameux diagnostics à 360 et les stratégies d'intervention des acteurs du logement d'insertion autour de cela. Marc Jean-Jean, référent régional UNAFO en PACA, mais aussi ayant participé à la même démarche diagnostic à 360 degrés sur les Bouches-du-Rhône, pourra nous dire pour l'UNAFO et pour les acteurs du logement d'insertion comment ça a pu se concrétiser, notamment comment c'est une démarche qui permet de communiquer pour agir ou pour faire connaître les actions qui sont, monsieur le délégué interministériel le rappelait à l'instant, pas toujours très très bien connues de ce fameux tiers secteur ou du logement d'insertion et du logement accompagné. Olivier Lehmann, vous êtes responsable du pôle ingénierie sociale à la DDCS de la Sarthe, donc un éclairage plus local avec Claude Maurice qui est conseiller technique du directeur général des services du Conseil général de la Sarthe, un éclairage plus local sur la façon de faire le diagnostic, mais donc le diagnostic de l'offre et pas uniquement le diagnostic des besoins par rapport à l'existant, ici sur ce département. Et puis, monsieur Maurice, je sais que vous voulez axer votre intervention sur la coopération locale entre les différents acteurs, quel que soit leur statut, institutionnel ou associatif. Donc, on va avoir quelques interventions brèves, mais néanmoins nourrissantes, mais pas indigestes. On compte sur vous. Alors, c'est pendant que vous faites la sieste, et dès que les quelques interventions auront eu lieu, on pourra avoir des échanges avec la salle. Je préviens juste les intervenants, il est tout à fait possible que Didier, notre caméraman, grimpe sur la scène pour faire des plans plus rapprochés. Donc, vous inquiétez pas, si quelqu'un vient, c'est une caméra, ce n'est pas autre chose. Anne Sauvert, les diagnostics à 360, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis responsable d'études à Force Recherche Sociale et nous avons été appelés il y a un peu plus d'un an maintenant par le réseau des acteurs du logement d'insertion, réseau que l'UNAFO constitue avec la Fédération des Pactes et la FAPIL, pour avoir une mission d'accompagnement des fédérations, des adhérents, dans le cadre de la déclinaison locale de ce qui s'appelle les diagnostics à 360 degrés du sans-abrisme au mal-logement. Avant de revenir sur ces fameux diagnostics, donc la commande, donc à partir de laquelle je vous parle aujourd'hui, c'était d'essayer de profiter d'une période test. Ces fameux diagnostics allaient être testés dans ce qu'on appelait la deuxième vague, dans 10 départements, en 2014. Et comment aider les adhérents localement dans les départements du réseau ALI à faire une contribution leur permettant de participer au nom du réseau ALI au diagnostic à 360 degrés. L'objectif qui nous était commandé final, après cette période de test, auquel a participé les Bouches-du-Rhône et donc Marc Jean-Jean à côté de moi, c'était de produire un petit guide qui permettrait aux acteurs du logement d'insertion localement d'écrire tout seuls leur contribution comme des grands, sans avoir besoin d'une plume derrière. Donc nous avons travaillé en Haute-Garonne, dans les Bouches-du-Rhône et en Loire-Atlantique. Donc ça, c'était pour la présentation de là où je vous parlais, de cette mission donc, que nous avons réalisée. Avant de revenir sur ce que ça nous a appris ou ce que nous avons pu faire, alors je vous rappelle pour ceux d'entre vous qui peut-être ne savent pas complètement, le contexte des diagnostics à 360 degrés. D'abord, la décision de faire ce genre de diagnostic a été prise à la suite de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale de décembre 2012. Ce diagnostic, donc, ça fait suite en fait à une demande associative qui, depuis très longtemps, critiquer la séparation habituelle dans l'ensemble des documents de programmation locaux et nationaux entre le secteur de l'hébergement et du logement, disant que cette segmentation avait des conséquences importantes dans la difficulté de lire des parcours de personnes localement, dans l'interconnaissance des acteurs, dans la compréhension globale en fait, du fonctionnement d'un système et des parcours des personnes à l'intérieur de ce système. Donc c'était donc une réponse à une demande émanant particulièrement des associations. Ces diagnostics, tels qu'ils ont été conçus, alors ils ont eu une période de test, il y a eu quelque chose d'assez compliqué dans la façon dont ils ont été fabriqués. Je voudrais juste insister peut-être sur quelques-unes de leurs caractéristiques qui, en dehors du fait qu'ils émanaient d'une demande associative, pouvaient justifier le fait que le réseau acteur du logement d'insertion souhaitait vraiment y contribuer. D'abord,
il faisait vraiment l'effort de croiser des approches quantitatives, classiques, et également qualitatives, qui étaient aussi bien fondées sur une analyse de besoins que sur un travail partenarial d'échange à partir d'ateliers. Il développait aussi des approches pas toujours très développées dans les diagnostics habituels pour faire des PDA-HI ou PDA-LPD, donc les documents habituels, qui étaient des approches par situation de vie, des parcours de personnes, et notamment aussi développer la notion de public invisible, aller à la recherche de publics invisibles qui sont soit mal accueillis, mal vus, ou parfois visibles, mais en tout cas pas mal pris en charge. Voilà, donc travailler, et cette notion elle-même, elle avait l'avantage de donner une certaine dynamique en fait aussi au diagnostic. Et surtout, ce qui était très très important, c'est pour le réseau, c'est qu'il a fini par être évident que ces diagnostics à 360 degrés allaient avoir une fonction. Et cette fonction, c'était d'être des documents supports des futurs plans départementaux d'action pour l'hébergement et le logement des défavorisés. Ce qui leur donnait quand même, là, une vocation intéressante qui n'était pas évidemment à l'origine aussi évidente que ça. Donc, maintenant que je suis revenue sur les diagnostics à 360 degrés, un petit retour en arrière. Pourquoi est-ce que les acteurs du logement d'insertion en fait, ont intérêt à contribuer? C'était ça un peu la recherche. Alors, Sylvain Mathieu vient de nous le dire. Vous venez de nous le dire parfaitement bien, pourquoi vous avez intérêt à contribuer. Mais effectivement, la conviction des fédérations nationales était que les adhérents du réseau, qu'ils soient de la Fédération des PAC, de la FAPIL, de l'UNAFO, étaient, de par leur fonction, de bons capteurs de problématiques et de besoins des publics, et que cette fonction de capteur était souvent assez mal utilisée. Que les besoins, deuxième point, que les besoins des publics accompagnés, accueillis dans le réseau n'étaient pas toujours reconnus à la hauteur des enjeux sociaux qu'ils pouvaient poser par les pouvoirs publics locaux. C'était donc l'idée était de présenter vraiment et de vous convaincre, que la participation à ce diagnostic était une opportunité de donner à voir les publics accueillis, leurs besoins, et également, quand même un intérêt dit aussi, de valoriser et faire connaître mieux les spécificités et le fonctionnement des différents adhérents du réseau, car, ainsi qu'on a pu se le rendre compte, effectivement, la connaissance de la richesse et de la diversité de ce réseau est très diversement connue et appréhendée selon les territoires. Donc, nous avons donc accompagné, donc je le dis, dans 3 départements, nous avons accompagné la rédaction d'une contribution de façon très expérimentale, en laissant, en guidant évidemment un peu la réflexion, mais en tout cas en laissant la liberté sur le fond. En laissant la liberté sur le fond aux acteurs en présence, aux adhérents présents, de s'emparer de l'exercice. Donc, plutôt que de vous dire, parce que ça c'est Marc Jean-Jean qui va s'en charger, ce que ça a pu produire ou comment ça a pu marcher, je voudrais juste plutôt revenir maintenant sur la façon dont nous avons organisé le petit guide, tout petit guide, qui a été produit pour aider à la constitution de ces contributions. Si je reviens là-dessus, ce n'est pas pour des éléments de méthode pure et simple, c'est parce que chacun des questionnements, en fait, aide à montrer en quoi la contribution peut être une plus-value. Évidemment, on conseille aux acteurs du logement d'insertion qui feraient une contribution de rester quand même dans le cadre de ce qu'on appelle le kit méthodologique, puisqu'il y a beaucoup d'outils qui sont prévus par le national pour aider le local dans cet exercice. Mais donc, on conseille donc en 3 points de travailler une analyse donc, de l'adéquation entre les dispositifs gérés par les acteurs du logement d'insertion et les besoins des publics qu'ils accueillent et reçoivent et accompagnent. Deuxième point, de faire un zoom aussi sur les types de publics ou les situations les plus complexes, les moins bien prises en charge,
qu'ils pourraient accueillir mais ne pas traiter et ne pas savoir où réorienter, par exemple. Et un troisième point bien particulier sur les besoins en accompagnement et tout ce qui relève des réponses à renforcer et construire. L'intérêt de cet exercice, après il y a une série de questions pour vous aider à répondre à ça, je voudrais juste mettre l'accent sur ce point. On a vu en faisant le tour, dans la façon dont les adhérents, une fois qu'ils sont autour d'une table, essayent de mettre l'accent sur les grands éléments de diagnostic qui leur semblent intéressants, sur les besoins à mettre en avant, qu'il y a des choses qui sont importantes et marquantes à donner. C'est que d'abord, il est important de rappeler que vous êtes des acteurs qui pouvaient capter des besoins émergents ou qui se renforcent. Ils ne sont pas nécessairement nouveaux et révolutionnaires, mais ils peuvent soit se massifier, ils peuvent évoluer dans une intensité ou des manifestations. Et c'est là-dedans aussi, dans ce genre de repérage, que vous pouvez être attendu et intéressant. Vous pouvez aussi évidemment mettre en évidence que ces évolutions, elles peuvent avoir des impacts importants sur vos structures. Je prends un exemple extrêmement simple. Dans un foyer ADOMA, un adhérent ADOMA, par exemple, qui participe au diagnostic, a rappelé que dans certaines de ses résidences, le taux de chômage était monté à plus de 80% des résidents. Ce qui l'aidait tout simplement à montrer que sa résidence sociale n'avait plus la vocation d'origine et qu'il n'y avait aucun moyen vraiment organisé pour répondre à cet enjeu-là qui était l'insertion professionnelle des personnes qui étaient à l'intérieur, puisqu'il n'y avait pas que des vieux migrants, par exemple. Donc il y a tout un travail comme ça qui peut déjà être une façon de montrer, par rapport à ce que les structures, les adhérentes vivent, un certain nombre de points qui peuvent monter. Dans le guide, nous proposons aussi quelques petits indicateurs. Nous nous sommes rendus compte que une des difficultés du réseau et des associations en général, c'est de parvenir à illustrer et donner à voir de façon objectivée ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit 80% tout à l'heure, c'est objectivé. C'est l'exemple que je vous ai donné. Mais c'est toujours très difficile à faire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tout à l'heure, Sylvain Mathieu vous disait, et on le remarque également sur le terrain, qu'il est souvent les publics et même la diversité des actions menées par les adhérents du réseau sont souvent assez peu visibles, et en tout cas peu visibles dans leur ensemble. Et c'est vrai que cet effort à faire dans une contribution qui est de donner à voir une offre, des types de services, et en même temps d'arriver à objectiver comme ça quelques besoins ou évolutions importantes, nous semble un exercice là qui, effectivement, on le voit bien, n'est pas facile, et n'est pas nécessairement dans la tradition non plus totalement, dans votre tradition des acteurs associatifs, mais peut avoir vraiment un intérêt. Avant de passer la parole à Marc Jean-Jean, je voudrais juste terminer mon propos sur quelques points. Je ne vais pas dire ce qu'ont produit ces contributions ou pas, je n'en sais rien, puisque elles sont en train d'être intégrées en fait, au diagnostic. En revanche, nous avons vu un certain nombre de choses. Le premier point, c'est qu'une démarche de diagnostic, ce n'est pas mobilisateur pour des acteurs associatifs qui veulent plutôt être dans l'action. Donc en soi, mobiliser des adhérents pour faire une contribution à un diagnostic, honnêtement, ce n'est pas très évident. Il faut être convaincu que ça ait un sens. Et ce qui était d'autant plus difficile, là, c'est que effectivement, on travaillait avec des membres d'un réseau, le réseau ALI, Acteurs du logement d'insertion, qui localement n'a pas encore de consistance ni vraiment de réalité pour les adhérents, et que l'exercice consistait quasiment autant à se créer une identité de réseau qu'à essayer de se rendre visible face aux institutions. Donc, les éléments qui ont aidé à cette implication, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'il y ait un lien entre le diagnostic et les futurs documents de planification et de programmation, et ça, c'est très important pour leur intérêt. Les concepts de public invisible, etc. Ce qui a aussi été très important et qui a pu mobiliser parfois, c'est qu'un certain nombre, parmi les structures adhérentes présentes, ces structures ne bénéficient pas de la même visibilité devant les institutions. Un exemple très simple, c'est que pour le diagnostic à 360 degrés, la DDCS invite normalement l'ensemble des acteurs à des ateliers.
Dans les 3 départements que je vous ai cités, un certain nombre d'adhérents des ALI n'ont pas été invités parce qu'on n'y a pas pensé. Mais je vais bientôt terminer. Et donc on a cet enjeu, effectivement, à travers cet exercice, ce petit exercice d'accompagnement, nous semble une bonne illustration, en fait, de ce qui a été dit, de la capacité, alors là, du réseau, mais on pourrait le dire, je pense, des adhérents de l'UNAFO seuls, de se donner une visibilité, de donner à voir non seulement des pratiques, ce qui est fait, des besoins de public, et de travailler. Et ça peut être intéressant. J'ai trouvé intéressant, moi, l'exercice fait de travailler sur une identité qui partagée avec d'autres acteurs associatifs, qu'on avait un jour appelé le tiers secteur dans un rapport, mais qu'on peut appeler aujourd'hui, enfin aussi les acteurs du logement d'insertion, de l'union de réseaux qu'ils se donnent, de leur réseau. Et cet exercice le permet. Merci. Donc on voit les éléments de méthode, mais aussi les enjeux qui sont présents derrière. Alors justement, Marc Jean-Jean, vous les avez vécus, ces enjeux, et vous nous disiez qu'il y en avait autour de la communication et l'action, communiquer pour agir, travailler ensemble, dans le contexte particulier des Bouches-du-Rhône. En quoi ça a contribué à faire travailler en réseau les adhérents? Bien, donc bonjour. Donc c'est comme référent régional UNAFO là que je vais pouvoir faire part de la réponse que je vais apporter. Référent régional UNAFO, d'ailleurs, c'est pas sans rapport à ce que monsieur le délégué interministériel évoquait, c'est-à-dire que la mise en œuvre d'une politique nationale se fait sur l'habitat, et pas seulement le logement, l'habitat, je dirais, se fait au niveau effectivement local. Donc d'où l'importance au niveau de ces référents régionaux pour l'UNAFO. Donc ça s'est passé pour ce qui est du diagnostic principalement à 360 degrés sur les Bouches-du-Rhône, autour, je dirais, de la thématique de la programmation qui est le sujet de cet après-midi. Alors dans un premier temps, je vais rapidement vous parler de ce que nous avons réalisé effectivement au titre de ce diag à 360 degrés sur les Bouches-du-Rhône, comment ça s'est concrètement passé. Et dans un deuxième temps, je vais aussi enrichir mes propos par rapport à ce que nous avons mené par ailleurs au titre des acteurs du logement d'insertion ou au titre de l'UNAFO. Donc pour ce qui est du diagnostic à 360 degrés, alors les Bouches-du-Rhône, un département pilote, donc on avait l'avantage de bénéficier de la prestation de force, de ce fait-là, du cabinet force. Surtout, je dirais, on l'a fait au titre des acteurs du logement d'insertion, je rappelle, qui regroupent donc FAPIL, Pacte et UNAFO. Il fallait être exemplaire. Il fallait être exemplaire sur ce département pilote comme sur les autres. Pourquoi ? Car l'enjeu pour nous était d'importance, sachant que ces diagnostics à 360 degrés ont vocation, comme cela nous l'a été rappelé, à alimenter et orienter le contenu des différents documents de planification et de programmation. Donc ont été cités les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, avec aujourd'hui un H au milieu hébergement, mais aussi les PLH, les programmes locaux de l'habitat, etc. Donc un enjeu pour nous qui était un enjeu de taille. Et l'objectif principal que nous sommes fixés, c'est tout simplement, avant tout, de donner une lisibilité sur ce que c'était que ce logement accompagné. Ce qu'on constatait au niveau local, c'était quelque chose qui était à peu près équivalent au niveau national, c'est-à-dire une situation sur le département identique à celle qui avait été constatée par l'étude menée pour la DIAL en mai 2012 sur le manque de lisibilité de ce secteur, mal identifié, bien souvent entre hébergement, dit-on, et le logement social que nous appellerons traditionnel. Comment atteindre cet objectif de lisibilité ? Tout d'abord, en mettant les différents adhérents des différentes fédérations autour de la table, en nous regroupant et en rendant compte entre nous, déjà dans un premier temps, mais ensuite dans un document écrit, de ce que nous faisions, tout simplement. Cette connaissance, donc, qui nécessairement d'ailleurs s'appuie sur le terrain. L'enjeu du diagnostic, c'était donc de faire valoir notre spécificité et notre richesse, les réponses que l'on apporte concrètement à travers ce que l'on fait, convaincus de notre utilité sociale et notre contribution donc à la politique du logement
notamment des personnes, et principalement des personnes défavorisées, qui n'étaient pas rendues visibles du fait même de notre manque de lisibilité à notre secteur, alors qu'elle est indéniable. Car l'objectif pour nous, c'était quoi? De mieux communiquer pour mieux agir, pour pouvoir agir. Et pour cela, produire de la connaissance sur les publics que nous accueillons, sur ce que nous faisons. L'objectif, c'est bien d'agir, que des réponses adaptées et diversifiées soient apportées aux besoins des personnes que nous accueillons ou que nous pourrions accueillir. Et d'une certaine façon, je pense que la réponse à la question « Qu'est-ce que je fais là ?» Le sens de notre action, je trouve que l'ouverture de ces journées professionnelles à travers ces 3 témoignages que nous avons entendus répond à cette question, du moins répond bien en partie à cette question de ce que nous faisons et de cet apport. Bien souvent, les résidences sont bien placées pour rendre compte de cette plus-value par rapport à d'autres secteurs d'activité que je n'ose pas appeler tiers entre l'hébergement et Oui, parce que pour se définir, faut-il toujours se définir par rapport à d'autres secteurs? Je crois qu'on existe à part entière. Alors, une fois que j'ai dit ça sur le diag à 360 degrés, toujours dans cette volonté de donner de la lisibilité à notre secteur d'activité, au titre des acteurs du logement d'insertion, qu'est-ce qu'on a eu l'occasion de faire? On a eu l'occasion de présenter, donc de communiquer, lors des états généraux du logement organisés par Marseille, Provence, Métropole, sur ce qu'étaient présentés les acteurs du logement d'insertion. On a eu aussi l'occasion de rencontrer la DDCS, de rencontrer Madame la préfète à l'égalité des chances, à qui d'ailleurs on a proposé une action commune entre les 3 acteurs du logement d'insertion lorsqu'il était question de projets de réquisition par rapport à des métiers complémentaires que chacun en avait. Donc cette diversité, c'est aussi sa richesse entre la maîtrise d'ouvrage, la gestion locative sociale, l'accompagnement social, etc. Nous avons aussi déposé de façon coordonnée des dépôts du FNA VDL en complétant notre action. C'est-à-dire plutôt que d'être sur le même champ, on a fait le choix entre les différents acteurs du logement d'insertion de présenter des demandes de subventions concernant des actions qui étaient complémentaires. Au titre de l'UNAFO, qu'est-ce que nous avons fait? Alors d'abord, nous participons régulièrement aux instances qui existent. On en a évoqué, le CRH, le comité régional de l'habitat, les différentes commissions d'ALLO, CAPEX, aussi un dispositif local avec l'État qui existe et entre les différentes fédérations d'associations qui se nomme Ouvrir la ville. Donc participation à ces différentes instances, soit au titre de l'UNAFO. Nous avons signé la charte régionale pour le logement qui a été initiée par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône et soutenue, initiée aussi, on peut dire, je pense, par le conseil régional, et pour lesquelles l'ensemble des acteurs du logement ont participé. Donc nous avons signé cette charte régionale. Nous avons aussi organiser des rencontres, notamment avec des partenaires qui sont pour nous importants, d'un autre secteur d'activité, mais néanmoins important, notamment l'association régionale HLM, PACA Corse, avec qui nous avons co-organisé une rencontre thématique sur les relations entre propriétaires et gestionnaires. Tout ça a contribué à donner de la lisibilité à notre secteur d'intervention. Alors maintenant, allons un peu plus sur l'aspect programmation, rapidement. Sur les PDLHPD, notamment. Notamment, et les SIAO. Nous sommes actuellement en train de travailler avec les adhérents de l'UNAFO, notamment à Doma, mais pas seulement, sur une proposition commune à faire auprès de la DDCS et du SIAO pour que notre secteur d'activité puisse être impliqué et, j'allais dire, reconnu comme tel. Et y compris que localement, la lecture nécessaire à faire de la loi ALUR soit faite et que nous soyons identifiés comme tels. Donc nous allons faire des propositions que nous espérons opérationnelles et pas simplement théoriques. Mais ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de la capacité des autres acteurs locaux, avec les efforts nous-mêmes que nous fournissons, de bien nous percevoir comme un secteur différencié, notamment de l'hébergement. Concernant donc le PDALH, PD maintenant,
Je dirais, là, ça a été un peu la cerise sur le gâteau parce que le bureau d'études qui était chargé de faire l'évaluation du dernier plan départemental et des recommandations pour le futur plan départemental, ce bureau d'études, j'ai adressé en tant que référent régional de l'UNAFO un courrier parce qu'il n'y avait rien sur le logement accompagné. Nous n'existions pas. Autant l'hébergement existait, autant le secteur du logement social existait, mais il n'y avait rien, tant sur l'ancien PDL, PD, et sur sur cette absence étrange quand même du secteur du logement accompagné, il n'y avait rien, et rien en termes de recommandations sur le futur. Donc, quand j'ai eu l'occasion d'écrire un courrier à ce bureau d'études et aux différents partenaires à qui j'ai fourni copie, et ma demande était pour, en tant que référent régional UNAFO, sur 3 points qui me semblaient de bons leviers localement. La participation du logement accompagné à l'observation des besoins. Nous connaissons, dans notre part, le biais de nos interventions et nos actions sur les territoires, nous avons connaissance d'un certain nombre de besoins. Le deuxième point qui me semblait important, c'est la présence de notre secteur d'activité dans la gouvernance même du PDAL. Merci beaucoup. Non, mais ça, c'est terrible, ça. Il y a autre chose qui est terrible, c'est ce siège, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et moi, si je descends, je ne sais pas si je vais pouvoir remonter, parce que j'ai vu que vous étiez debout, vous. Bah, tout ça ne vous intéresse pas, bien entendu. Alors, le deuxième point... C'est pour fluidifier l'expression orale. D'être debout. Oui. Oui, la respiration aussi. Mais alors, fluidifier quand il faut aller vite, c'est un exercice délicat. Le deuxième point, moi, qui me semblait important, c'est la présence, donc, dans les instances de gouvernance. Si nous ne sommes pas dans les instances de gouvernance, alors que les autres secteurs le sont, là, j'ai un problème. J'ai un problème. C'est-à-dire quelle connaissance et reconnaissance, et quelle implication, donc, on va permettre à ce secteur d'activité qu'est le nôtre, le logement accompagné. Le troisième point qui me semblait important, c'est l'intégration et l'identification de la production de logements accompagnés comme une des réponses à développer dans le cadre de la production de logements sociaux, et pas nécessairement de centres d'hébergement. Là encore, parce que oui, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi, la plupart du temps, notamment avec des produits habitat de nature résidence sociale, mais pas seulement, eh bien, nous produisons du logement très social. Donc, notre demande a été prise en compte. Le bureau d'études a même été, si j'ose dire, faire un stage sur un autre département, participer à une journée d'information sur le logement accompagné sur un autre département pour mieux connaître cette thématique. Elle a été prise en compte sur ces 3 points que je vous ai évoqués. Une petite précision tout de même à propos de cette volonté de faire en sorte que le logement accompagné soit intégré dans les dispositifs et les documents de programmation. Une petite précision, parce qu'il ne faudrait pas que cette volonté aboutisse à une approche, je dirais, technocratique, restrictive de la programmation. Bien sûr, il faut programmer, bien sûr, il faut prévoir, mais néanmoins, on sait très bien qu'il existe toujours un décalage entre le temps du diagnostic, celui je dirais, de l'élaboration de la programmation et celui de la réalisation, de la production. Donc je crois qu'il faut tenir compte de ce point-là et donc examiner les propositions d'action qui ont lieu notamment par les acteurs du logement accompagné, d'examiner les propositions d'action sans s'enfermer donc dans cette approche trop restrictive quant à la programmation, qui est par ailleurs nécessaire, c'est-à-dire d'être en capacité, cette programmation, de prendre en compte l'évolution des besoins, leur actualisation, et de ne pas en faire une approche dogmatique. Alors, en guise de conclusion, donner de la visibilité à notre secteur du logement accompagné, c'est pas seulement dire que l'on existe, c'est pas seulement peser ensemble, notamment avec les acteurs du logement d'insertion ou l'ensemble des adhérents de l'UNAFO, tout simplement, mais c'est agir. Agir pour que le logement accompagné soit intégré localement dans les diagnostics des besoins existants et dans les réponses à apporter à ces besoins et donc les documents de programmation qui sont liés sur les territoires. Pour cela, pour agir, l'UNAFO s'appuie sur son implantation territoriale, ses référents régionaux, et bien entendu, qui ne serait rien sans tout simplement les adhérents locaux de l'UNAFO. Des acteurs qui sont en capacité de participer, vous êtes évidemment en capacité de participer à l'identification des besoins du fait même de votre cœur de métier, de promouvoir des réponses adaptées, d'agir et de faire. C'est un travail qui demande un investissement qui ne soit pas un investissement à court terme, mais qui est un travail qui est à mener
à notre point de vue, à long terme, dont l'enjeu est d'importance pour notre secteur d'activité, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de sa reconnaissance, vous l'aurez bien compris, mais il s'agit aussi de celle de son utilité sociale, celle de sa place dans les politiques publiques liées à l'habitat, de la nécessaire pluralité des réponses habitat apportées, notamment dans la politique du logement des personnes défavorisées, et donc une diversité nécessaire où le logement accompagné a évidemment toute sa place. On l'a encore vu, notamment en entendant, écoutant les témoignages lors de l'ouverture de nos journées professionnelles. Merci. Merci Marc. On verra tout à l'heure dans les échanges avec la salle si dans d'autres régions on a des approches un peu similaires ou si celle que vous nous avez présentée peut servir à, sinon modéliser, mais au moins donner des repères aux collègues. Alors, on prend un éclairage départemental, le département de la Sarthe, Olivier Lehmann, DDCS, et après Claude Maurice au niveau du Conseil général. Vous avez réalisé un diagnostic et ce faisant, vous avez pu identifier... Alors, vous identifiez quoi? Les besoins, les réponses, l'adéquation entre les deux? Alors on a essayé, ça marche, oui. On a essayé d'identifier effectivement les besoins, l'offre et l'adéquation entre les deux. Alors, le diagnostic 360 degrés a été validé en Sarthe en juin 2014. Donc, pour ce qui concerne les besoins, finalement, c'est venu confirmer les grandes tendances et les ressentis de l'ensemble des acteurs. Mais c'est aussi venu quantifier ces problématiques-là et les repérer géographiquement, hein, puisqu'on a des sociologies des territoires assez différentes en Sarthe, on a un frein départemental, et il était donc très intéressant de pouvoir les décliner sur des micro-territoires. Alors là, je vais vous parler plutôt de l'offre, hein, puisque c'était la commande. C'est intéressant de repérer les besoins, mais très intéressant de repérer l'offre. Et donc, on s'est focalisé sur un repérage de l'ensemble de l'offre de logements accompagnés. Alors moi, j'ai parlé d'accompagnement dans le logement. Et c'était d'autant plus intéressant de créer une dynamique d'état des lieux de l'offre que l'on a inscrit, nous, dans une démarche projet. C'était le point de départ d'une nouvelle gouvernance dans nos organisations avec l'ensemble des partenaires locaux, qu'ils soient associatifs ou institutionnels. Donc, on était sur un contexte bien particulier hein, qu'on avait, c'est-à-dire qu'on a fait bien sûr une évaluation de l'offre, dont je vais vous détailler quelques éléments tout à l'heure, mais aussi cette évaluation de contexte, elle est fondamentale. Déjà sur cette politique du logement accompagné, on s'inscrit dans une politique globale du aller vers. Hein, on avait une tradition en France des murs, les hôpitaux, les maisons d'arrêt, les centres d'hébergement, les CHRS, les établissements médico-sociaux. Et on voit bien qu'il y a un gros phénomène sur tous ces champs-là d'aller vers. Donc une démarche non pas de solutions spécialisées, de réponses spécialisées, mais comment avoir une démarche intégrée dans la société et donc aller vers pour adapter l'accompagnement. Sauf que tout le monde le fait dans son coin. Donc il y a une vraie stratégie, une réflexion à avoir sur justement ces politiques publiques thématiques à coordonner sur un territoire. Pourquoi aussi cette démarche par politique? Vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur Mathieu, c'est l'approche par silo. On dépend aussi de ministères qui ont des approches thématiques. Moi-même, à la DDCS, je dépends de 7 ministères différents dans mon quotidien. D'où l'importance de démarches interministérielles, et là je vous rejoins, qui doit à la fois être déclinée au niveau national, régional et départemental, en tout cas pour ce qui concerne les services de l'État, et bien sûr en lien avec tout le tissu, toutes les forces locales, qu'elles soient institutionnelles ou associatives. L'autre point de contexte, on a une culture forte en France de l'approche par dispositif. Tous les jours, j'entends parler du millefeuille. Eh ben, si on veut coordonner ce millefeuille, il faut peut-être avoir une approche par une politique plus globale liée à des notions de parcours. Souvent, le leitmotiv que j'utilise, c'est penser global, agir local. Un dernier point quand même là-dessus, sur le contexte, c'est que vraiment l'état des lieux doit être pensé comme un point de départ à une démarche du projet. Donc, il faut déjà être dans, non pas faire un état des lieux pour faire un état des lieux, mais profiter de la dynamique partenariale qui est créée pendant cet état des lieux pour le faire aller vers une démarche projet collective. C'est un outil, un état des lieux. C'est la même chose pour la formation d'une démarche plus globale partenariale. Donc je voulais partager, parce que c'est un point d'expérience locale, sur un petit département de 550 000 habitants, mais quand même sur cet état des lieux complet du logement accompagné,
pour éventuellement avoir des échanges avec vous par la suite. Alors, déjà, c'est plus de 50 dispositifs d'accompagnement dans le logement qui ont été repérés et plus de 300 personnes en Sarthe dont c'est le boulot au quotidien d'intervenir dans des logements. Alors, sur les petites analyses qualitatives que l'on a fait, on s'aperçoit bien sûr qu'il y a un manque d'articulation parce qu'il y a un cloisonnement qui est lié à un fonctionnement thématique, et pas forcément par public, et des financeurs différents et donc des pilotes parfois différents. Mais tout ce petit monde-là fait du aller vers. Quelques exemples non exhaustifs, le champ du sanitaire, on multiplie les équipes mobiles, donc le handicap, la gériatrie, etc. Le soin à domicile s'est renforcé depuis 10 ans, les SHHAD, les SIAD. Le champ du logement, bien sûr, il y avait le FSL, qui était piloté par l'État, qui est passé au Conseil général. Et puis, l'État s'est investi dans la VDL, l'accompagnement vers et dans le logement. Le logement adapté, les maisons relais, les résidences sociales, des petits collectifs ou des grands collectifs avec des dynamiques de lien social, de gestion locative. Sauf que par ma fonction, j'interviens aussi dans le champ des personnes âgées et personnes handicapées. Eh ben, on a des dispositifs qui sont très très similaires, des foyers de vie dans le champ du handicap, des foyers logements dans le secteur de personnes âgées, nous, nos maisons relais. Je me pose la question parfois, quelqu'un qui a un handicap vieillissant et qui a des difficultés sociales, dans quelle des trois structures on pourrait la mettre? Peut-être qu'il y a inventé des choses par des rapprochements entre ces trois dispositifs. Puis surtout le droit commun, social et éducatif. Bon, pêle-mêle, je vous cite les bailleurs sociaux, les circonscriptions d'action sociale, les services d'aide sociale à l'enfance, les tutelles et curatelles d'État, bien sûr les secteurs psychiatriques. On voit bien que selon les territoires, selon les chefferies de services, selon les volontés locales, le niveau de développement et de mobilisation vers l'accompagnement dans le logement, dans le domicile, peut être parfois variable et parfois même très important. Donc ce droit commun, c'est plus ou moins approprié cette politique du aller vers, avec par exemple en Sarthe des fortes différences en fonction des territoires, que ce soit les circonscriptions d'action sociale, les CMP, etc. Ça dépend aussi des personnes. Deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est aussi les pratiques professionnelles, alors qui télescopent aussi les terminologies. Dans le champ de la santé, j'entends équipe mobile. Dans le champ de l'aide à domicile. Parfois aussi, on entend le terme de visite à domicile. Dans le social, nous, on est plutôt accompagnement dans le logement. Les terminologies ont du sens quand on se les confronte et quand on les compare. Et souvent, il y a un noyau dur commun dans ces interventions qui est intéressant de développer. Et toujours sur les pratiques professionnelles, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on fait évoluer des travailleurs sociaux vers cet accompagnement dans le logement, mais sans un accompagnement de cette politique-là au niveau des pratiques professionnelles. On demande à des personnes qui ont travailleurs sociaux, qui ont travaillé pendant 20 ans en CHRS collectif de 100 personnes, du jour au lendemain à faire de l'accompagnement dans le logement. Quelle est la place à la formation ? Et initiale et continue. Et est-ce que ce n'est pas le champ d'inventer de nouvelles formes de formation, des formations échanges de pratiques, parce qu'on s'est aperçu dans notre état des lieux qu'on a effectué qu'il y a des personnes qui ont su développer des savoir-faire, des savoir-être, qui arrivent à rentrer dans des logements sur d'autres on n'arrive pas, qui arrivent à réinitier des démarches de prise en charge. Ben pourquoi pas partager cette richesse d'expérience? Donc c'est des formations échanges de pratiques sur lesquelles on s'appuie sur un savoir de groupe. Et en plus, on est déjà sur une démarche de réseau partenarial dont je vous parlais tout à l'heure. Troisième point, c'est la souffrance des professionnels aussi parfois qui vont dans les logements. Un sentiment d'isolement, un sentiment parfois d'inadaptation. Il n'est pas rare qu'on envoie une conseillère économique, sociale et familiale pour gérer les impayés d'une personne qui a des problèmes de santé mentale. Et s'il n'ouvre plus ses courriers et donc ne paye plus ses factures, c'est parce qu'il y a un autre problème sous-jacent. Et on envoie en première ligne la conseillère économique, sociale et familiale. Donc, je parle d'inadaptation. Parfois, on a eu des témoignages d'inutilité. La méconnaissance, bien sûr, des acteurs entre eux. On a peut-être un gros travail après le repérage, après cet état des lieux de communiquer, mais à la fois sur la connaissance des dispositifs, mais sur les pratiques même. Et puis, on s'aperçoit que finalement, sur des mêmes territoires, dans les prises en charge, il y avait des délais d'attente très longs, à 6 mois, 8 mois, alors qu'il y avait des réponses d'urgence à donner. Et peut-être qu'il y avait un travail, là aussi, d'adaptation de ces dispositifs.
Je ne suis pas trop en retard, ça va? Non, ça va pour le moment. Ça va, ça va. Deux autres points, donc par rapport, il y en avait plein d'autres sur les enseignements, sur cet état des lieux, cet enseignement un peu plus analytique. C'est la répartition géographique inégale dans ces politiques du aller vers, de l'accompagnement dans le logement. On a bien vu que certains CCAS y vont, d'autres n'y vont pas. Il y a quand même dans la politique d'appropriation du FSL l'accompagnement des situations très hétérogènes d'un département à l'autre. Et puis aussi les services de l'État ne sont pas en reste, même si ça change. Souvent, j'ai pu voir des appels à projets qui étaient lancés au niveau des régions, au niveau du national. Et finalement, ce qui était reçu sur ces appels à projets, ce n'est pas là où il y avait les besoins les plus importants, mais c'est là où on avait un référent État et un référent associatif qui était dans une démarche dynamique de projet et qui pouvait avoir les financements. Donc ça crée des inégalités au sein même d'ailleurs d'un territoire départemental sur l'ensemble des dispositifs à mobiliser. Et puis un dernier point plus analytique, c'est sur les problématiques des cahiers des charges. Là, c'est un avis très personnel, ils sont très rigides. On parle de coordination entre les acteurs, des notions de parcours, d'inscription dans la durée. Or, les modalités opératoires sont très rigides. Il y a des durées de prise en charge avec des relais qui ne se font pas forcément. Il y a des lourdeurs de la saisine. Moi, je participe, j'ai cette chance-là, aux commissions CAPEX, aux commissions DALO, aux commissions SIAO, même les commissions MDPH. Et je suis sidéré à chaque fois, puisque c'est des chefs de service ou des gens de bureau comme moi qui se positionnent sur des saisines, sur des dossiers déclaratifs, et on n'a pas la maîtrise même. Un CAPEX, on parle plus de santé mentale que de problématiques sociales actuellement. On parle plus en DALO, en ce moment, de problématiques de dossiers du vieillissement et de perte d'autonomie des personnes. Vous voyez ? Donc on a une zone de réflexion à avoir très certainement là-dessus. Alors tout ça, pourquoi ? Pour essayer de travailler des nouvelles gouvernances, donc je vais faire très vite là-dessus, mais ça nous a permis de travailler vraiment avec notre SIAO, avec l'ensemble de ces acteurs-là, sur l'accès au logement, et puis expérimenter, en lien partie avec la DIAL dans ces projets innovants, de territoires de coordination de ces dispositifs-là. On appelle ça des plateformes de veille sociale et de coordination d'accompagnement dans le logement. On est volontairement sur des bassins de vie de 15-20 000 habitants. On est sur des réseaux du tutoiement où les gens se connaissent. On a créé une dynamique. Et avec un système, je vais très très vite, de veille sociale, de repérage le plus en amont des problématiques, parce que plus vous avez une situation dégradée des contextes, plus vous avez une chance de mobiliser des dispositifs. Donc là, on veut inverser les choses, c'est-à-dire les repérer les problématiques le plus en amont possible et mobiliser les acteurs à ce moment clé avant que ça se dégrade. Donc ça nécessite un travail de formation sur certaines représentations en matière de santé mentale, d'addiction, etc., auprès de bailleurs sociaux, auprès de bailleurs privés, auprès d'aidants à domicile qui peuvent repérer des choses. Et le deuxième temps, c'est avoir un diagnostic partagé. Un troisième temps, une coordination sur ce territoire entre tous les acteurs. Ça nous a permis des choses intéressantes. Pour pouvoir les pérenniser, je vous avoue que l'aspect financier est quelque chose de très important. C'est des dispositifs qui coûtent à peu près 10 000 € sur la coordination, et puis on a des pros du première prise de contact avec les personnes et premier niveau d'évaluation. On a évité sur un territoire comme Allonne chaque année à peu près 8 hospitalisations forcées. En Sarthe, c'est 650 € la journée, avec une moyenne de 15 à 20 jours d'hospitalisation complète. Donc vous faites le calcul. J'ai fait aussi une analyse financière, toujours sur la Sarthe, ça n'engage que nos dispositifs sartois, sur le coût d'une expulsion locative. En moyenne, c'est 18 personnes différentes qui interviennent sur une expulsion locative, à toutes les étapes, bien sûr, et c'est plus de 23 000 €. On en a évité une bonne dizaine aussi. Voilà. Merci. Donc sur la coopération, on va le suivre avec Claude Maurice, mais ce que je retiens, c'est cette idée que le diagnostic doit servir à une démarche de projet, enfin être finalisé par un projet, et j'imagine qu'on va pouvoir en rediscuter tout à l'heure. Donc Claude Maurice, sur cet aspect peut-être de coopération, on est sur le même territoire, et précédemment, dans vos fonctions précédentes, vous étiez responsable du logement pour le Conseil général.
Oui, enfin, si on fait, comme l'a fait M. Mathieu en introduction, un petit historique, j'ai été pendant 23 ans pilote du droit au logement dans ce département et pendant 5 ans chargé de mission auprès du préfet pour le compte de l'État sur la question de la prévention des expulsions locatives. Voilà. Et donc mon intervention aujourd'hui se fait au nom du président qui m'a chargé de vous porter sa parole. Mais ma présence comme conseiller technique chargé de la stratégie d'action sociale, c'est en soi la démonstration qu'on peut avoir une histoire logement qui s'élargit à l'ensemble de la préoccupation d'action sociale, puisque en fait le logement est une partie, et pour moi, j'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent, que le logement c'est le socle de la pyramide de Maslow. Donc si on n'a pas le logement, le reste, c'est même pas la peine qu'on en parle. Voilà. Donc, la parole du président, j'espère qu'elle sera audible, parce que c'est une parole de ressuscité ou de survivant, monsieur le délégué interministériel. Un jour, on existe, le lendemain, on n'existe plus. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on existe et on espère au moins tenir pleinement le rôle qui est le nôtre. Donc, quand M. Delahaye m'a appelé, la première question que je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi vous m'appelez? C'est la question centrale de nos journées, d'ailleurs. Parce que le département, en tant que tel, n'a pas de véritable compétence logement. On a effectivement dans ce département une délégation des aides à la pierre, mais on n'a pas de compétence logement au sens strict du terme. D'ailleurs, juste une petite anecdote, et si M. le délégué interministériel il a quelques temps libres, ce dont je doute, il devrait faire un petit lexique pour les parlementaires, puisque je suis très attentivement les débats sur la réforme territoriale, et monsieur le rapporteur de la loi à l'Assemblée a balayé d'un trait l'article 1 proposé par les sénateurs, dans lequel les sénateurs disaient et réaffirmaient que les départements étaient garants de la cohésion sociale. Le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale a dit « mais c'est déjà dans le code, c'est pas la peine de le répéter ». Donc je crois qu'il faudra effectivement un jour quand même qu'on prenne le temps d'expliquer ce que c'est que l'exclusion, l'inclusion et la cohésion sociale. Bon, mais ça c'est juste un aparté. Bon, heureusement quand même qu'il y a une loi qui est celle du 27 janvier 2014. Donc aujourd'hui encore, je ne l'ai pas entendu, personne n'a parlé d'abrogation. Donc elle existe toujours. Et cette loi, donc, qui s'appelle la loi MAPTAM, c'est difficile à dire, donc la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, elle confie au département le rôle de chef de file de l'action sociale sur son territoire et de garant de l'égalité des territoires. Donc ça, c'est une mission qui nous est confiée et que l'on entend remplir complètement sur notre territoire. Alors, bien sûr, même si le texte ne dit pas le département est garant de la cohésion sociale, c'est quelque chose qui nous intéresse au plus haut point. Et pour ce faire, je dirais que, comme tous les gens bien, on a des principes, et on en a au moins deux qu'il convient de souligner aujourd'hui. Le premier, même s'il a désormais une durée de vie assez éphémère, c'est un projet de mandat, bon, qui prendra fin en mars 2015, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passera après, mais aujourd'hui, on a un projet de mandat dont l'un des axes est de renforcer la solidarité de proximité. C'est-à-dire qu'on a déjà dit que pour nous, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit M. Mathieu au départ d'ailleurs, et ce qu'a dit M. Jean-Jean, c'est sur le territoire que ça se passe. Et c'est bien là que vont se résoudre les problèmes, c'est le territoire. Voilà. Et puis, on a décidé, puisqu'effectivement, on trouvait qu'il y avait quand même beaucoup d'agitation autour de cette question-là, de l'action sociale, on a quand même décidé de revenir aux fondamentaux dans ce département et de faire prendre aux élus position sur ce que c'est pour un département que l'action sociale et de quelle manière on entendait mettre en œuvre cette action sociale. Donc les élus ont adopté le 27 juin dernier un document cadre de l'action sociale du Conseil général qui affirme d'une part qu'à terme, il faudra bien passer de l'action sociale, qui est une acception large, c'est-à-dire qui concerne tous les domaines d'activité, la culture, la santé, l'éducation, et j'en oublie bien sûr, qu'il faudra bien qu'on passe de cette notion d'action sociale à la notion de développement social local, et que la solution est vraiment effectivement sur les territoires en termes de développement. Voilà. Et puis, dans ce document, on fait dire aux élus que nous voulons développer dans ce département, avec l'ensemble des partenaires, 4 principes d'action, qui sont des principes simples, qui vont vous faire sourire, mais je vous demande de les méditer une fois que vous serez retourné chez vous. Le premier, c'est qu'on dit que, bien sûr, le cœur de l'action, c'est la personne fragile, mais que cette personne fragile, elle est une et unique. C'est-à-dire que
il faut en faire une approche globale et que la réponse qu'on apporte au diagnostic approfondi, elle n'est pas banalisée, elle n'est pas reproductible à l'infini. Chaque personne est unique. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est de dire qu'il faut que tous ensemble, on travaille à l'autonomie et à la responsabilisation des personnes que l'on accompagne. Il est hors de question de transformer des dispositifs en dispositifs d'assistanat. Nous travaillons bien tous ensemble sur une même ligne qui est celle de l'acquisition de l'autonomie pour la personne, y compris par son association à son développement. Troisième principe, et ça rejoint la question que vous me posiez, M. Dehaye, le troisième principe que l'on pose, c'est le principe de la co-construction sur les territoires. Et quand on dit la co-construction, puisque la question m'a été posée dans une autre assemblée la semaine dernière, quand on dit la co-construction, c'est la co-construction à la fois sur l'imagination et la mise en œuvre. Le Conseil général n'est pas là pour décider et demander aux autres de l'appliquer. On est bien à terme sur de la co-construction, c'est-à-dire la production collective d'idées et la mise en œuvre collective de ces idées. Voilà. À côté de ces principes, eh bien, il y a des maîtres mots. Un premier, c'est pour faire rigoler, hein, donc c'est le mot croissance. Donc on est en croissance du nombre de personnes en difficulté, on est en croissance de la complexité des situations, et on est en croissance des déficits. Donc ça, c'est un élément qui doit nous faire réfléchir. Le deuxième mot, je l'ai déjà prononcé, eh bien, c'est le territoire. Pour nous, c'est le maître mot. Troisième mot, c'est l'approche globale. Et quatrième mot, la co-construction. Nous avons décidé, les élus ont décidé, pour mettre en œuvre ce programme dont on a dit que c'était un défi aujourd'hui pour le département, de construire au Conseil général une plateforme d'ingénierie sociale. Nous allons mettre en place un dispositif qui va permettre de mobiliser les énergies. Et quand je dis les énergies, ce n'est pas uniquement les énergies internes ou les énergies des partenaires institutionnels, État, mais l'ensemble des énergies, y compris vous, sur les territoires, pour innover et expérimenter. On pense qu'aujourd'hui, la solution, au contexte que je viens de vous décrire, c'est l'innovation et l'expérimentation tous ensemble. Donc voilà, en gros, ce que je voulais dire ce soir devant vous. Je vais répéter un mot que ma présidente a prononcé jeudi dernier et que je partage tout à fait. Nous, collectivités, on ne pourra pas faire tout seul et on ne sait pas faire tout seul. Nous avons besoin de vous, vous êtes déjà impliqués et vous en remercions. Merci. Alors, sur cet appel à l'expérimentation et l'innovation, ça me fait penser à un ancien directeur que j'ai eu dans ma carrière qui me disait « il n'y a plus d'argent, soyons créatifs ». Est-ce que c'est vers cela qu'il faut aller? Est-ce que, plus positivement, on est dans cette démarche projet qui était donnée aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que le diagnostic qui vise à mieux connaître les besoins, les réponses et à évaluer l'adéquation entre les uns et les autres, c'est bien évidemment pour se projeter vers une autre chose qui n'est pas forcément... on l'a vu dans les exemples que vous avez donnés, l'existant ou la simple reproduction de ce qui a pu fonctionner à un moment donné. Est-ce que des réactions, des questions dans la salle? Nous avons un micro baladeur. Voilà, on vous apporte le micro et on essaiera de trouver le ou les répondants de notre table ronde en fonction de votre intervention. Merci. Donc je suis chargée de mission hébergement habitat précaire à la ville d'Aubervilliers dans le 93. Je ne connais pas très bien la dynamique du diagnostic 360 degrés. Ça semble intéressant que ça puisse faire jurisprudence dans les documents de planification. Je me demandais s'il y avait eu une réflexion sur l'évaluation, peut-être après à 360 degrés, pourquoi pas. Parce que voilà, sur le quotidien, j'ai l'impression des fois qu'il y a un décalage toujours plus grand entre le cadre normatif et la réalité. Voilà. Sinon, j'ai donc, sur un autre sujet, une question concernant un public invisible, ou en tout cas pas beaucoup pris en compte. Je pense aux personnes en errance en bidonville. Et donc, du coup, j'ai une question plutôt sur le rôle de la DIAL, entre l'articulation entre le local et le national. Donc on a sollicité sur Aubervilliers, donc on a un petit bidonville et la ville souhaite mener à bien un projet d'hébergement accompagné. Elle a sollicité la préfecture, elle a mis en copie la DIAL d'ailleurs. Et donc voilà, je voulais connaître donc
On demande une table ronde à l'État dans l'esprit de la circulaire de 2012 sur les bidonvilles. Et voilà, quel est le rôle de la DIAL pour faire ce rôle d'interface entre législation nationale et volonté locale? Merci. Monsieur Mathieu, vous voulez répondre? Vous voulez jouer votre joker tout de suite? Ah non, non, non. J'ai d'autant plus que j'ai reçu le courrier, donc j'ai évidemment tous les éléments dessus. Peut-être juste avant, quand même, sur la question qui est celle de la lisibilité, mais on va revenir justement à ce que vous dites sur les diagnostics 360. Moi, enfin, on l'a dit différemment les uns les autres, mais la lisibilité qui ne communique pas n'existe pas. Enfin, je sais que c'est, et pour moi, pour avoir vraiment travaillé dans le secteur social, je perçois combien cette question, elle est difficile à traiter. De décoller de la question du travail au quotidien pour montrer comment on s'insère dans un espace global. Mais c'est vraiment un élément essentiel et je crois que tous, on l'a dit d'une manière ou d'une autre. Sur la question institutionnelle qui était soulevée, moi, d'une certaine manière, je suis juste un observateur sur cette question-là. C'est-à-dire, ce qui compte pour moi, c'est que les forces qui s'expriment au niveau local, région, métropole, département, commune, évidemment, puissent se jouer à plein. Et notamment, on a cité la question des CAPEX. Je pense que là, il y a à progresser aussi sur ce sujet. Il y a un niveau de pilotage global qui est bien donné en général au niveau départemental, mais c'est au niveau local que vont se traiter les dossiers. Il y a des expériences et des expérimentations un peu partout sur le sujet qui sont tout à fait intéressantes, qui ont d'ailleurs bien été relevées. Mais là, on voit bien comment, à partir d'expérimentations locales et nationales, il s'agit de mettre en œuvre une politique globale. Les diagnostics 360, c'est vraiment cet esprit-là, c'est-à-dire c'est une photographie, mais c'est une photographie, vous voyez, qui tourne, qui essaye de prendre l'ensemble des acteurs qui agissent sur ce plan, de façon à pouvoir en tirer des éléments non seulement de compréhension sur la situation, mais surtout sur les plus-values qu'on peut trouver en termes d'articulation. Le souci aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est qu'on a beaucoup de dispositifs, même des fois un peu de millefeuille. La question, elle se joue dans les interstices, c'est-à-dire que comment on fait que les choses, les dispositifs se parlent et que les personnes dont on s'occupe ne soient pas prises dans des choses qui, justement, sont totalement étanches les unes les autres, alors qu'on sait bien que quelqu'un a une personnalité et des problèmes multiples. Donc, la question de l'intégration au niveau local est tout à fait centrale. Mais il faut trouver le bon niveau pour que ça puisse se faire. À la fois suffisamment proche du terrain pour comprendre les questions qui se posent au niveau local et qui peuvent être très spécifiques, avec un jeu d'acteurs aussi qui est particulier, et en même temps suffisamment décollé du terrain pour conserver cette vision large et pas prendre la place des acteurs qui, eux, vont être complètement sur l'opérationnel. Donc, il y a... Pour le coup, c'est quelque chose à voir au niveau du local. Et moi, je ne rentre pas réellement dans cette discussion. Je fais juste le point de ceux qui existent ici ou là. En ce qui concerne le décalage entre le normatif et la réalité, le décalage, il se joue justement parce que à la fois, il y a à travailler sur les questions qui sont locales et nationales et à se faire parler les deux niveaux. Ça, c'est évident. Et d'autre part, je pense qu'il y a beaucoup de liberté au niveau local à l'intérieur du normatif. Il faut juste voir comment on l'organise. La question, les interventions aussi, votre dernière intervention le montre bien. C'est-à-dire qu'il s'agit quand même, dans un cadre qu'on définit, de laisser la liberté et la capacité à expérimenter, à innover et à s'organiser. Parce qu'une expérimentation qui se vit toute seule et qui parle pas aux autres acteurs qui sont, eux, durablement installés ou qui ont déjà travaillé sur un sujet, c'est un feu de paille. Il s'agit vraiment, pour le coup, de travailler sur le sujet. Et enfin... Sur la question du bidonville. J'ai laissé le difficile pour la fin. Donc je vois bien de quel projet vous parlez.
on agit clairement dans le cadre de la circulaire du 24 août 2012, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver un équilibre entre ce qui est le respect voilà, du droit avec des campements illégaux et une approche sociale qui permette réellement de avoir la réponse la plus adaptée à la situation. Je ne peux pas dire que la situation elle soit satisfaisante aujourd'hui, c'est une évidence. On a récemment refait un point sur la question des campements et des personnes, et l'évolution globale de la situation, elle n'est pas évidente en termes de nombre de personnes qui sont installées. Et ce qui m'interroge beaucoup, et ce qui est vraiment, je crois, dans le cadre de la circulaire, c'est qu'il faut... Je parlais de lisibilité et d'éléments chiffrés tout à l'heure. Il faut aussi que sur la question des campements, des bidonvilles, on fasse remonter de l'information. Notamment quand on parlait d'Aubervilliers, de ce qui se passait et de votre demande, en interne à la DIAL, moi je faisais remarquer que nous n'avions pas assez de communication positive. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on s'appuie sur ce qui fonctionne, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et qu'on en fasse l'analyse, qu'on sache pourquoi. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, une politique publique générale, elle ne peut pas être juste basée sur l'urgence et une réponse de court terme. Elle doit se construire sur du moyen et long terme, et le moyen et long terme, c'est nécessairement à un moment donné savoir de quelle population on parle, savoir quelles sont les personnes qui sont durablement installées sur le territoire, celles qui sont certainement plus en flux, et puis la façon dont les différents acteurs locaux ont trouvé des réponses plus ou moins adaptées et qui permettent de tirer un certain nombre de pistes et de modéliser les choses. Et c'est d'une certaine manière, la circulaire, elle a 2 ans d'âge. On est en train de travailler sur une évaluation de son application. L'idée, elle est bien d'essayer d'être très pragmatique par rapport à ça et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et j'ai bien en tête ce que vous faites à Aubervilliers et ce que vous voulez faire. Merci. D'autres questions, remarques, réactions dans la salle qui pourraient trouver une réponse, un écho, Jamel? Oui, Jamel Cheridi, association Coalia. Plus qu'une question, c'est une réaction à ce qui a été évoqué, notamment autour de la question des articulations et de la lisibilité du secteur du logement accompagné, de sa visibilité. Ça fait quand même plusieurs années qu'on entend ce leitmotiv de la nécessité pour le secteur du logement accompagné de se rendre visible, de donner à voir la diversité de ses actions, de ses dispositifs, de ses interventions. Je crois que cela a été fait. Des travaux ont été conduits au niveau local. Les adhérents rendent compte assez précisément de leur action. Je le disais, des travaux ont été conduits notamment par Force, à l'initiative de l'UNAFO ou des acteurs du logement d'insertion, mais aussi de la DIAL. Donc, ce qui est en jeu, peut-être, c'est aussi la place que souhaitent localement, en tout cas, que localement les services de l'État ou les collectivités territoriales, les pouvoirs publics de manière générale, souhaitent donner au secteur du logement accompagné. Les témoignages d'Anne Sauvert, mais aussi de Marc Jean-Jean sur effectivement l'absence d'invitation d'acteurs qui sont pourtant connus, pas reconnus, mais connus en tout cas, et révélatrice à cet égard d'une méconnaissance qui est plus qu'une méconnaissance, qui est faite au niveau local. On a l'impression que le seul secteur qui est dans le rétroviseur des pouvoirs publics, c'est le secteur de l'hébergement. Et que le secteur du logement accompagné, parfois, n'est vu que sur le plan de la statistique du nombre de PLAI, effectivement, que l'on a localement financé ou mis en place. Après ces financements, après la validation des projets sociaux, quid de l'intérêt? Et il me semble que si on veut véritablement de l'articulation, il faut, au-delà des acteurs du logement accompagné, il faut que les pouvoirs publics s'intéressent aussi à la question.
et véritablement qu'il y ait une articulation qui se joue aussi au niveau des services de l'État, des collectivités territoriales, des ARS, hein, puisqu'on l'a dit, les problématiques des publics qui sont aussi accueillis sont diversifiées. Ce travail-là de visibilité, on ne pourra pas le faire si on ne trouve pas l'écho nécessaire auprès des pouvoirs publics. Okay. D'autres prises de parole, questions, ou avant qu'il y ait des réponses à la table? Alors, Monsieur Lehmann. Oui, juste pour témoigner quelque chose quand même. Sur la Sarthe, en 5 ans, on a redéployé 500 places de logements accompagnés, de l'hébergement vers du logement accompagné. Et dans une stratégie, c'est-à-dire dans une logique de parcours résidentiel. Donc ça existe. Vous parliez tout à l'heure de valoriser ce qui marche bien, ce qui a été bien fait. Je ne pense pas qu'il faut généraliser partout, qu'il y a une dynamique quand même sur le logement accompagné qui existe au sein des services de l'État. En tout cas, les Pays de la Loire, on se voit régulièrement entre DTT, des DCS, DREAL et DR, et c'est au cœur de nos stratégies. Demandez aux acteurs locaux. D'autres interventions, prises de parole ou questions de la salle leur tournent. Marc, peut-être une réponse sur cette question-là aussi? Non, si tu parles, ça va marcher. Oui, un petit mot tout de même. Oui, parce que j'entends là ce qui était dit. Moi, ma première réflexion, c'est variable, tout de même, d'un territoire à un autre. Et la cause de ce pourquoi, il n'y a pas une cause, il y a des causes. Alors parfois, c'est la méconnaissance, parfois, ça va bien au-delà, c'est plus qu'une méconnaissance, comme tu nous l'as précisé. Ça m'est moins difficile de généraliser, c'est vraiment territoire par territoire. Mais c'est de toute façon bien pour ça qu'il faut aussi communiquer. Il ne s'agit pas simplement de communiquer là avec ces deux acteurs principaux, tout de même, que sont les collectivités territoriales et l'État, ou l'État et les collectivités territoriales. Mais si on prend l'exemple de l'État, il y a aussi là une diversité. Je veux dire par là qu'une des DCS n'est pas une des DTM, et puis il y a la préfecture. Et je crois que parfois, cette diversité, il faut aussi qu'on soit en capacité de la prendre en compte, pour que notre message passe quant à l'utilité sociale de notre action. Et puis communiquer, donc, c'est pas seulement avec ces acteurs-là, y compris la diversité des acteurs locaux, aussi qu'on peut constater sur les territoires. Donc c'est pas seulement communiquer avec ces acteurs-là, mais c'est communiquer d'une façon générale sur ce que nous faisons, et pas uniquement auprès de l'État et des collectivités territoriales, pour faire valoir, faire savoir ce que nous faisons. Et ça oblige aussi. D'autres questions, réactions? On est dans les dernières minutes de notre table ronde. Il y a une demande de prise de parole de la salle. Catherine? Non. Un dernier mot? Qui veut avoir le dernier mot? Anne, vous voulez avoir le dernier mot? Oui. Je ne sais pas. Mais en vous écoutant, je pensais à quelque chose d'un peu minuscule et méthodologique, mais qui m'avait frappé. C'est que, par exemple, dans la façon de se donner à voir et de communiquer sur ce qu'on propose. C'est un exemple assez simple, mais par exemple, pendant que nous accompagnions donc, nos fameuses structures adhérentes, on leur a demandé de nous fournir un certain nombre de données chiffrées sur les publics, l'offre, etc., ce qu'ils faisaient. Généralement, on nous a dit oui, on ne l'a pas fait, ou tardivement, ou on nous expliquait que de toute façon, l'État savait déjà tout parce que tout était envoyé sous plein de formes différentes tout le temps. Ce qui n'est pas faux. La seule différence, c'est que lorsque nous avons essayé de faire l'exercice pour accompagner la contribution, d'avoir une présentation synthétique et globale de ce que proposait l'ensemble de ces fameux adhérents ALI sur un territoire, on s'est rendu compte que ça ne se trouvait jamais ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait plein de petites choses qui n'existent pas, même dans le diagnostic 360, peut-être celui de la Sarthe, je ne l'ai pas lu, mais c'est sûr. Il y a vraiment des modes d'action, par exemple, la maîtrise d'ouvrage d'insertion. Ça n'existe pas. Non, il y a vraiment des choses. Il y a des modes d'intervention aussi, moins faits par les adhérents de l'UNAFO, mais qui sont des modes de sous-location pas financés par l'État, qui n'existent pas. Il y a plein de petites choses, des foyers, des petits frères des pauvres, qui n'existent pas. Et on en trouve comme ça beaucoup. Donc il y a aussi, malgré tout ce qu'on fournit comme données, il faut accepter l'idée que tout ce qui est fait n'est pas connu et n'est pas donné à voir à partir du regard qu'on peut avoir quand on est un acteur et qu'on veut se donner à voir.
Voilà. On se donne à voir uniquement à partir de ce que demandent les financeurs, et du coup, ils n'ont que cette vision-là. Donc l'intérêt, je dirais, d'aller plus loin encore, et peut-être par ce petit exercice de participation, c'est d'avoir une main aussi sur ce qu'on veut donner à voir de ce qu'on fait. Une démarche, donc on revient sur cette idée de démarche de projet et de démarche très volontariste. Madame, messieurs, merci beaucoup pour votre contribution à cette table ronde.